J'ai même pas parlé dans les détails de la loi là, qui a été votée en 2021. Franchement, elle était hyper importante. En termes de responsabilité, il y a un truc qui va être primordial, en tout cas pour nous. Dès qu'il va y avoir une infraction, notamment, mais pas que, hein, aussi pour les accidents, c'est l'accès aux données enregistrées. Ben oui. Et c'est en fait un enjeu, mais de dingue. Donc, voilà. Ben voilà. Bonjour et bienvenue à vous, chers amis passionnés d'intelligence artificielle. Votre hôte, Jean-François Sénéchal, professeur d'éthique à l'Université Laval. Cette semaine, nous recevons une toute nouvelle collaboratrice. Vous vous rappelez, cet été, là, j'avais fait mon appel à tous là, pour enrichir notre équipe d'une nouvelle tête, d'une nouvelle expertise. Alors, chers amis, attention, enfants de la patrie, êtes-vous prêts? Notre nouvelle collaboratrice est de l'autre côté de la grande flaque, de l'autre côté de l'océan, France, Paris, et elle se nomme Shirley Plumeran, se joint à l'équipe. Bonjour Shirley. Bonjour. Bienvenue dans l'équipe Bonjour. d'IA Café. Merci beaucoup. Pas trop t'intimider de représenter toute la francophonie hors Québec. Si, totalement. Alors là, ça vient de prendre Une toute nouvelle je viens de dimension. Voilà, exactement. Je viens de me prendre la réalité en pleine face, en une phrase. C'est génial. Comment as-tu découvert notre podcast, Shirley? Complètement par hasard. Vraiment, je cherchais un podcast à écouter en bidouillant chez moi, tout simplement. Parce que j'ai l'habitude d'écouter des podcasts quand je fais certaines tâches un peu fastidieuses qui sont pas peu intéressantes. C'est vrai que ça aide à meubler. Là, on fait toutes sortes on marche, Ouais. on fait du ménage. Il n'y a rien de mieux qu'un podcast là, quand tu fais une tâche un peu ennuyante. Là. Totalement. Alors voilà, j'ai utilisé le mot tâche fastidieuse pour parler de ménage. Hein. Très concrètement, c'était ça. Voilà. Donc, en fait, donc je suis en thésarde et quand on fait une thèse, on mange thèse, on boit thèse, on dort thèse, on vit la thèse à fond et j'ai rien trouvé de mieux que de taper un des mots-clés de mon sujet dans la barre de recherche de la plateforme que j'utilise pour Ouais. écouter les podcasts. Et voilà. C'est à ça que ça sert, les podcasts. C'est souvent niché, mais c'est justement, là, on réussit souvent à rejoindre exactement le public ciblé parce qu'on se fera pas de cacher. Ça intéresse pas tout le monde, l'intelligence artificielle, puis l'enquête, puis la recherche en intelligence artificielle. Mais si vous tapez ces mots-là, ben, vous allez tomber éventuellement sur nous. Donc, content que d'abord l'écoute du podcast t'ait plu. Puis, encore une fois, bienvenue dans notre équipe, Shirley. Merci, je suis ravie. On va faire une petite entrevue avec toi pour te présenter. En fait, je souhaitais te présenter à nos auditeurs. C'est un beau parcours, là, le parcours d'une juriste qui s'est penchée sur une question classique. Là, on en parlait un peu en pré-entrevue. En fait, c'est devenu la question, je dirais, archétypale de l'intelligence artificielle. C'est les automobiles intelligentes, les véhicules autonomes avec une perspective de juriste. Donc, bien hâte de jaser de tout ça avec toi. Mais ouais, avec plaisir. Donc, commençons par des études en droit. Donc, une licence de droit, on est entre 2011 et 2014. Donc, d'où ça vient cette passion-là pour... est-ce que c'est une tradition familiale? Est-ce que c'est un intérêt? Est-ce que c'est au contraire, là, c'est le cordonnier mal chaussé? Est-ce que c'est un cousin criminel à quelque part ou une série Netflix influente? Là? Comment tu te retrouves en droit en 2011? Alors là, c'était pas par hasard cette fois-ci, hein, mais c'est ni une vocation, enfin comment dire, oui non, c'était pas du tout une tradition familiale, c'était pas du tout un cousin éloigné criminel non plus, pas du tout. Ça remonte en fait, ça remonte à loin. J'étais assez jeune en fait, et j'ai vu une émission à la télé sur la magistrature.
Voilà. Voilà, les juges, et je trouve leur fonction dans notre société absolument incroyable. Et voilà, vraiment, j'ai été complètement fascinée, et depuis, ça m'est resté. Alors, j'avais pas d'idée hyper précise de ce que je voulais faire, et d'ailleurs, on m'a jamais embêtée parce que à l'école, au collège, lycée, etc., on a quand même cette question assez récurrente qui revient à chaque fois, c'est qu'est-ce que tu veux faire plus tard Mais oui. Alors voilà, qu'on le avec sait jamais, là, on veut juste étudier, puis on verra. totalement. Totalement. Et en fait, j'ai eu la chance, vraiment, moi je disais à chaque fois, je veux faire du droit. Et franchement, globalement, on me laissait tranquille. À partir du moment où je disais ça, c'était suffisant. Donc, Ça rassure tant tout le mieux. monde, là. Ouais, ouais, voilà, je sais pas, ça doit être une branche rassurante, effectivement. Et on m'a laissé tranquille, et ça tombait bien parce que j'avais pas. Enfin, vraiment, la magistrature, je trouvais ça magnifique, fascinant. Enfin, voilà, j'aurais plein de synonymes à utiliser pour définir ce métier. Mais voilà, j'avais pas non plus d'idée très précise. Donc voilà, je suis arrivée en droit sans a priori ou sans idée fixe. Et j'ai fait une licence de droit public. C'est vrai. Personnellement, ouais, je me suis découvert une passion pour le droit administratif. Le Alors, en Master 1, général, c'est ça, là, la licence? non, c'est en licence, c'est dès Ah. la licence, c'est les 3 premières années Je suis pas familier avec le de, système d'éducation français, là. Ça se peut que je me Ok, mélange. ouais, et c'est vrai que j'y avais pas pensé, il y a peut-être des différences. Effectivement, donc les 3 premières années, c'est la licence. Ensuite, Master 1 et Master 2. Donc voilà, ça te donne un petit bac+5 à la fin. Et Donc, ça a commencé ensuite, à te passionner quand? Là, tu nous dis, ben, ça m'intéresse, je le mentionne, puis mes parents sourient, donc c'est peut-être bon signe. Puis, donc, en droit, je fais une licence en droit. Euh, ouais, une licence en droit Puis la public. décision de master, ça vient comment? Comment on dit, ben là, c'est pas juste intéressant, ça me passionne, je veux y aller, je veux continuer. Franchement, en droit, il y a des métiers du droit accessibles dès la licence, mais finalement assez peu. Enfin, disons que Ah, la question du bac+5 se pose assez peu. ah, Finalement, on va c'est naturel. très naturellement jusqu'au bac+5. Donc voilà, moi j'ai poursuivi, j'avais en tête de faire du droit, et très naturellement de faire donc un bac+5. J'ai eu la chance aussi d'avoir des parents qui me l'ont permis, qui financièrement, etc. Donc voilà, merci à eux. Euh, On les salue, on les c'est salue, pas. ouais. Donc, Ils après, sont pas derrière ils sont en pas fan de. club, mais ils vont écouter. Euh, évidemment, évidemment. Donc, ensuite, Master 1, Master 2, d'abord droit public des affaires et ensuite droit du numérique. Pourquoi les affaires? Pourquoi le numérique? Ouais, alors moi, ce qui vraiment m'intéressait énormément, c'était les relations entre l'administration et puis le secteur économique au sens large. Donc voilà. En Master 1, on avait une matière droit du numérique. Alors c'était une matière imposée, c'est pas moi qui l'ai choisie, mais merci à l'université de m'avoir fait découvrir cette matière. Je sais pas si j'y aurais pensé de moi-même en fait à ce moment-là de mes études. Et franchement, révélation. Parce que quand on se rend compte à quel point les nouvelles technologies, en fait, font partie de notre quotidien, ont une place si importante dans nos vies, privées, personnelles, comme professionnelles, enfin voilà. Je pense que maintenant, les nouvelles technologies, elles sont vraiment omniprésentes. Et voilà. Et donc, il y a tout un droit qui est en construction, encore à construire, et qui doit s'adapter assez rapidement à ces évolutions technologiques. Et ça, c'était génial pour un étudiant en droit, je trouvais. Ben oui, super beau sujet, puis on voit qu'on se rapproche tranquillement de l'intelligence artificielle. Donc, droit du numérique, est-ce que c'est une formation qui est difficile, une formation en droit comme ça? Comment l'as-tu perçue? Comme une discipline très mouvante. Franchement, voilà, il n'y a pas d'autre mot. C'est un droit qui évolue au gré des évolutions technologiques, donc voilà, très rapidement. Puis étudier dans ce domaine-là, est-ce que c'est exigeant? Bien sûr,
Ouais, ouais, bien sûr. Après, comme n'importe quelle discipline, enfin branche du droit, hein, franchement, je ne connais pas de discipline où c'est un petit peu cool, quoi. C'est vrai. Bon, je peux t'en nommer quelques disciplines ici où c'est un peu plus relax, je dirais, comme formation. Qu'est-ce que cette formation-là t'a appris sur le droit? Je peux en convenir, mais sur toi, qu'est-ce que tu apprends sur toi au cours de ces années-là? Qu'est-ce que tu découvres sur Hum, tes passions, tes intérêts, ta façon d'être? Tu sais, au début, on disait, bon, on ne sait pas trop où on s'en va. Est-ce que c'est à mhm. ce moment-là que tu prends des orientations, que tu comprends un peu où tu souhaites aller? Ouais, bien sûr. Alors moi, voilà, je suis rentrée, comme je disais tout à l'heure, hein, dans mes études sans idée très précise. Et finalement, c'était très bien comme ça. Comme ça, j'avançais au fil des années, un petit peu selon Au gré comme du mes vent, années là. voilà, comme mes années me portaient. Et alors enfin, il y avait des matières qui me passionnaient, bon, que j'ai pas suivies, mais ça, voilà, c'est forcément, on peut pas tout faire en même temps. Mais après, ce que ça m'a appris, au fur et à mesure quand même de mes études de droit, je me suis aperçue, parce que j'avais quand même dans un petit coin de la tête, la magistrature, on intervient quand même en aval. Une fois Oui, que un événement s'est produit, on vient réparer une situation, enfin voilà, il y a différents cas de figure. oui. Euh, c'est passionnant, mais au fil de mes études, je me suis rendu compte que moi, je préférais plutôt agir en amont. Ah oui. Ouais, Pas attendre le que plus ça en se amont retrouve devant possible. un Ouais. juge, puis à la toute fin du processus, mais pour éviter, au lieu Mm, d'aller juger sur la justice, décider qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est... mm. Le décider en amont, donc influencer sur le sens de la justice. Ouais, c'était vraiment ça, ça s'est profilé au fur et à mesure, hein, de mes études, et puis ça s'est confirmé avec ma thèse, donc je suis très heureuse de ce choix. Et même si, enfin, c'est tout ce qui est justice a posteriori, c'est très important aussi, hein, c'est heureusement que c'est là, mais ouais, ouais, d'agir en amont. Intéressant. Donc, évidemment, on voit que la carrière de juriste est en train de se dessiner. Je voyais sur ton CV, parce que j'ai regardé ton CV aussi, il y avait aussi un passage à l'Institut de recherche technologique Système X et on mentionne juriste cybersécurité des transports intelligents. Donc, on voit là, qu'il y a une ligne ici là, qui semble être influente. Là. Qu'est-ce que tu y faisais? Qu'est-ce que c'était ce passage-là? Ouais, alors déjà, je suis rentrée dans ce centre de recherche technologique en tant que stagiaire, donc en Master 2 droit du numérique. Donc, on avait une possibilité soit de faire une alternance, soit un stage. Alors, bon, moi, j'ai choisi l'option stage de 6 mois et, et j'y suis rentrée. Alors là, j'étais dans un autre projet que celui où après j'ai été intégrée sur la cybersécurité des transports intelligents. C'était sur de la cybersécurité euh, au sens large du terme, voilà, pour mon stage. Et on avait également un mémoire de recherche à rendre. Et on m'a proposé, en fait, pour ce stage, de m'intéresser aux voitures autonomes. Et voilà, il y a un Et chemin, hein. voilà. Il y a un chemin Voilà, tout donc tracé, on y arrive tranquillement, là. totalement, totalement. Donc voilà, c'était une proposition qu'on m'a faite voilà, dans ce cadre-là, dans le cadre de ce stage. Et merci à eux, là encore. On les salue aussi. Et voilà. Et donc, ça a été mon sujet de mémoire, la mise en place d'une politique publique pour les voitures autonomes. Ah oui. Voilà, donc là, je liais vraiment à la fois droit public et droit du numérique. Donc, c'était génial. C'était la conclusion parfaite de mes 5 années de droit. Puis c'est là, j'imagine que se fait la transition vers l'intelligence artificielle. C'est là que ça démarre, sans faire de mauvais jeu de mots, là. Ouais, totalement, ouais. Après, même si c'est un terme quand même, je trouve qu'il est apparu assez récemment finalement, parce que moi d'ailleurs, quand j'étais encore chez Systemix, à la fois en stage et puis ensuite en tant que jeune juriste diplômée, on utilisait d'autres termes en fait pour désigner ce que plus tard on a appelé
systèmes d'intelligence artificielle, on parlait de robots, on avait différents termes, machines, robots, logiciels, enfin voilà, le robot était quand même très prédominant. Ah oui? Ouais. Et l'intelligence artificielle, c'est arrivé quand même très très tard. Hein. Je sais pas au Québec, vous, si vous avez eu un peu la même tendance, mais nous, assez tard. Aucune idée, là, est-ce que tu parles de l'arrivée du terme intelligence artificielle ou de l'association entre intelligence artificielle et automobile autonome? Oui, l'association, parce que le terme existe depuis longtemps, mais il était cantonné vraiment aux ingénieurs et pour des applications très spécifiques. Ce serait intéressant de voir. Il Et a dû se passer quelque chose. C'est peut-être. Moi, je pense que les expériences du MIT là, avec les fameux dilemmes là, où on essaie de choisir à gauche, à droite, qu'est-ce qu'on choisit, je pense qu'ils ont bien encapsulé la question éthique là, qui se cache derrière ces automobiles intelligentes. Tout à coup, ça prenait forme, ça devenait, encore une fois, un archétype intéressant là, pour faire le lien entre l'intelligence artificielle, la machine, l'éthique qui se cache derrière ça, puis éventuellement les enjeux de droit, là, ça viendra aussi se greffer à tout ça. Je ne sais pas, c'est une hypothèse, mais je ne sais pas exactement ce qui s'est passé dans le zeitgeist, là, dans l'esprit du temps, là, pour que tout à coup, ça se lie ensemble. Totalement. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette expérience-là du MIT, ils ont popularisé énormément ce sujet-là. Bon, parfois un petit peu les gens résument ça. Alors, qui va être écrasé, la grand-mère ou le petit enfant avec ma voiture autonome? Bon. C'est plus compliqué que ça. Légèrement, mais légèrement. D'autant que, bon, a priori, on va essayer quand même Enfin, je dis on, les ingénieurs vont essayer plutôt d'anticiper et de ne pas écraser quelqu'un plutôt Écraser que personne. d'avoir à choisir. Ouais, Ça paraît bête, mais il faut le rappeler quand même. ouais, c'est la belle question, là, à deux variables. Là. Des fois, c'est pas oui ou non, c'est juste aucune de ces réponses. Là. Puis dans ce cas-là, je pense que ça se pose bien. Qui on doit frapper? Ben, personne, idéalement. Puis arrangez-vous pour qu'on on frappe ni l'enfant, ni la vieille personne. On continue vers ton doctorat. Donc, 2017, doctorat à l'Université Jean Moulin, Lyon 3, en droit des nouvelles technologies. Ouais. Donc, on parle je regardais le titre, je ne sais pas si c'est le titre de ta thèse, les enjeux juridiques et éthiques du véhicule à délégation de conduite. C'est bien ça le titre? Tout à fait, ouais, tout à fait. Intéressant. Là, on parle de délégation de conduite. Là, je pense que c'est une belle façon de nommer les choses. Là. Nous, on parlait plutôt du transfert dans notre épisode, on parlait du transfert de la responsabilité. Là, l'idée qu'on confie finalement la conduite à une autre partie prenante. Là. Donc, on confie la conduite bon, là, il y en a plusieurs, là, une intelligence artificielle soit, mais des fois à un constructeur automobile, à un groupe d'ingénieurs justement du MIT qui travaillent sur les algorithmes. Donc, on leur confie, on délègue leur conduite. Et là, on est vraiment au cœur, je dirais, de nos préoccupations de notre enquête sur les enjeux éthiques et sociaux de l'intelligence artificielle. C'est quoi cette thèse, Shirley? Décris-moi ça en 2 minutes max. Là. Je sais que j'ai fait le même exercice. J'ai fait le même exercice avec Claude et Sylvain, nos deux nouveaux collaborateurs. Là, puis ça s'enthousiasme. Puis en 2 minutes max. Là, En 2 minutes. vas-y, résume-nous ça. C'est quoi, là, comme si tu résumais ça à un souper de famille. Là. Ouais, je pense que je peux même réussir en moins de 2 minutes. Donc, C'est mon un sujet, défi. voilà. Enjeux éthiques et juridiques du véhicule à délégation de conduite. Alors moi, mon objectif à travers cette thèse, parce que du coup, j'ai poursuivi ma réflexion suite à mon mémoire, suite à ma première expérience professionnelle, c'était l'idée à travers cette thèse de dresser un tableau le plus fidèle possible des difficultés à la fois éthiques et juridiques, vraiment en liant les deux, auxquelles le secteur automobile comme l'administration doivent faire face. Et ensuite, tenter de proposer tout simplement des adaptations. Et ça, dès le stade de la conception, parce que ça, c'était une particularité qui m'était très chère pour cette thèse, c'était de me lier le plus possible aux ingénieurs, aux équipes d'ingénieurs, et de mélanger droit et ingénierie. Voilà.
Puis pourquoi tu Donc, souhaitais te lier aux ingénieurs? parce que pour moi, en tout cas dans la thématique des nouvelles technologies, si jamais on ne mélange pas les différentes disciplines, alors là je parle de droit parce que c'est ce que je connais, hein, mais pas que. Si les ingénieurs ne font pas appel à d'autres disciplines pour les orienter au mieux dans leur conception, ça peut pas marcher. Ils vont concevoir des choses qui seront soit pas, non conformes au droit qui évolue et qui peut parfois être très protecteur. Je pense aux données personnelles, ce genre de choses. Ouais. Si jamais le plus en amont possible de la conception, ils ne sont pas un minimum au courant de ce qui se passe, Ils ça peuvent va pas, juste quoi. travailler sur des projets qui finalement se mèneront à rien. Puis je pense que c'est intéressant aussi pour les juristes, on le voit dans ce sens-là, là, avoir le droit qui guide les ingénieurs, mais on peut le voir aussi dans le sens contraire. Les ingénieurs qui guident le droit aussi, c'est-à-dire que c'est important que les penseurs, ceux et celles qui réfléchissent à ces questions-là, réfléchissent à des questions Mm. existantes, réelles, concrètes. Là. Les ingénieurs savent ce qui se passe, puis savent que des fois, bon, oui, ça peut être intéressant, nos réflexions là, sur la singularité, mais Mm. on est encore assez loin de tout ça. Là. Ça reste intellectuellement stimulant, mais pour le juriste ou pour l'éthicien qui essaye de se pencher sur ce qu'il y a de plus criant, pertinent, ben, des fois, de jaser avec Mm. ceux et celles qui développent les technologies, ça peut être un ajout très enrichissant de part et d'autre. Là. Ah, mais c'est pas seulement un ajout enrichissant, c'est selon moi totalement primordial. Et j'ai pu le voir là dans le processus, par exemple, de création d'une loi spécifique aux véhicules à délégation de conduite. Si on n'a pas les ingénieurs autour de la table avec nous pour construire littéralement le droit, rien que sur faire produire une définition de droit Ah qui oui? soit la plus en adéquation possible avec la réalité technique, ben, ça ne fonctionne pas, quoi. Mm. Tout simplement. Donc, s'ils sont pas, c'est un apport mutuel, en fait. Hein, Oui, c'est tout simplement. tout à fait. C'est vraiment un rapport mutuel. Je pense que c'est comme ça qu'il faut le concevoir. J'imagine, Charlie, que tu as écouté nos épisodes sur l'automobile, les automobiles autonomes. En fait, on avait fait 2 épisodes. Épisode 13, épisode 14, entre autres, on avait reçu Daniel Gardner sur le no fault, donc un concept que nous avons exploré au Québec. En tout cas, c'est notre système de droit qui s'appuie là-dessus. L'idée, je le rappelle à nos auditeurs, c'est qu'au Québec, le no fault, c'est l'idée que je dirais que l'imputabilité importe pas vraiment. Donc, sans égard à qui est la faute, je pense que c'est ça que ça veut dire, no Mm. fault. Là. Mm. On ne tient pas compte de la responsabilité de la victime. La victime n'est pas imputable. Elle sera indemnisée, coûte que coûte. Tu as eu un accident, peu importe si c'est parce que tu ne sais pas conduire que tu as eu un accident, c'est pas grave. Tu vas recevoir les indemnités. En France, est-ce qu'il y a j'imagine qu'il y a des nuances à faire, des distinctions à faire. Est-ce que lorsqu'on conduit un véhicule automobile, est-ce que le no-fault s'applique ou c'est différent? Ouais, c'est différent, bien sûr. Alors, je sais pas dans quel sens tu veux le... Parce que du coup, moi, je traite vraiment des deux sujets, éthique et juridique. Alors, je trouve que l'éthique vient en premier du juridique, mais c'est comme tu veux. On peut partir sur la responsabilité en premier lieu, comme Partons de la tu sens. responsabilité éthique peut-être. Euh, Aïe. Ben, disons, tu voulais te Si, parler si, si. éthique ou juridique. Tu veux parlons d'éthique d'abord ou du juridique, comme tu le souhaites. Allez, on part sur l'éthique, mais la responsabilité arrive juste derrière. Juridique, j'entends. Mhm. Du coup, du coup oui, il y a des différences notables, je pense, entre le Québec et la France, ça c'est clair. Ça, je crois que j'ai pas besoin de le rappeler, mais Il va falloir que tu me le quand... rappelles en France comment ça se passe Ok, parce que j'en ai discuté avec Daniel. Puis Daniel avait sa ouais. perspective tout à fait québécoise. Je pense qu'on l'a bien cerné, mais de savoir ce qui se passe en Europe, en France, il va falloir que tu me briefes un peu là.
Ok, alors déjà, ça c'est mondial, on a la même grille de lecture pour les niveaux d'autonomie, parce qu'on a différents niveaux d'autonomie, de OK. 0 à 5. Ça, c'est commun, c'est OK. Avec vraiment le niveau 3 qui marque le début de la délégation de conduite. Et d'ailleurs, je te remercie tout à l'heure d'avoir noté que voilà, le terme délégation de conduite, c'était un terme intéressant, important, Vraiment. parce que, ouais, en tout cas, moi, je trouve que vraiment, les mots ont une grande, grande importance. Et là, en l'occurrence, on le voit. C'est pas un débat stérile que je lance. Moi, je vois une énorme différence entre véhicule automatique, voilà, et véhicule à délégation de conduite. Autonomie, ça veut dire encore Totalement autre autonome, chose. sans nous. Ouais, Puis délégation de ouais. conduite, c'est quoi, il y a une partie de la responsabilité lorsqu'on parle de délégation? Mais ouais, c'est carrément déterminant en fait selon le terme qu'on va utiliser parce que donc on dit que le niveau 3, ça marque vraiment le début de l'autonomie. Sauf qu'entre le niveau 3 et 5, on est d'accord qu'on n'atteint pas tout de suite, on va pas avoir là demain dans les rues des véhicules 100% autonomes, sans volant et sans pédale. Il va falloir du temps pour y arriver avec des premiers véhicules donc à délégation de conduite de niveau 3, ça voudra dire qu'ils seront partiellement autonomes, c'est-à-dire que on pourra activer la fonction dans des cas précis, dans des cas d'usage très précis, sur un laps de temps limité. Et c'est vraiment je trouve, à séparer en termes de responsabilité de véhicules de niveau 2+++. Là, je pense au Tesla, Ben je ne oui. vais pas faire de suspense. C'est pas des véhicules à délégation de conduite, ce sont des véhicules d'assistance OK. à la conduite. Et c'est hyper important de faire la distinction parce qu'en termes de responsabilité, on ne part pas du tout dans les mêmes... c'est deux voies complètement différentes. Oui, assistante, s'il y a de l'assistance, j'imagine que le conducteur est pleinement responsable, puis il se fait assister par, comment, on a de l'assistance, on a du cerveau-frein, Mm. cerveau-direction, donc on a de l'assistance, c'est juste une assistance plus, alors que dès on commence à parler d'autonomie, à ce moment-là, la responsabilité est déléguée, est transférée vers une autre partie. Totalement. Alors, ça paraît évident quand on le dit comme ça, sauf qu'après, dans la réalité, voilà, nos constructeurs automobiles vont nous sortir plein de fonctions différentes et avec des cas d'usage différents. Et c'est très bien, c'est très, très bien. Mais il faudra vraiment marquer la, la, la ligne. Il faut qu'elle soit très franche, en fait, parce que les Tesla, en tout cas, rien que le mot autopilot, ça prête à confusion. Et en tout cas, par contre, c'est clair que dans une Tesla, encore aujourd'hui, le conducteur, peu importe les capacités d'une Tesla, on en a vu plein des vidéos où les conducteurs s'endorment, etc. Mais le fait est que le conducteur doit rester attentif à ce qui se passe et en contrôle. Parce qu'ultimement, s'il y a un accident, c'est lui qui est responsable. Sans l'intelligence artificielle, en ce moment, comment fonctionne le système de responsabilité juridique en France? Est-ce qu'on a quelque chose de Alors, l'ordre du no fault? Je pense pas. Je pense qu'il y a des poursuites. Est-ce qu'on peut pas poursuivre quelqu'un? C'est de sa faute. On le poursuit. Il a été victime, mais en même temps, c'est de sa faute. Est-ce qu'on peut le poursuivre en dommages et intérêts, par exemple? Est-ce qu'on peut le poursuivre en droit criminel? ouais, il y a la distinction déjà à faire responsabilité civile, responsabilité pénale. Mais avant, je crois qu'il faut évoquer un petit texte voilà, international, alors auquel le Québec n'est pas parti, mais la France a signé et ratifié la Convention de Vienne sur la circulation routière en 68. Alors, Un petit du coup, texte. ou un petit texte, rien de bien méchant. Euh, Une belle Donc, l'objectif. convention, un petit texte, là. Ouais. L'objectif quand même de ce texte, de cette convention internationale, c'était de faciliter la circulation routière, d'améliorer la sécurité routière en général. Donc,
en créant en fait des règles communes entre plusieurs pays à travers le monde. Voilà, les différents États se sont dit bon bah voilà, on va essayer un petit peu d'unifier tout ça, toutes ces règles, créer un socle commun et puis on part de là ensuite pour les codes de la route, français, italien, etc., etc. Donc c'est international. Alors on est parti ou pas, hein. Donc le Canada n'est pas parti, les États-Unis non plus. Mais on a quand même, enfin ça concerne quand même énormément d'États. J'ai plus la liste, elle est trop grande de toute façon, je saurais pas, je sais plus Puis dans exactement combien il ces y en a. pays-là, est-ce que lorsqu'il y a, soyons concrets, là, lorsqu'il y a un accident, est-ce que quelqu'un peut être poursuivi? Mais alors, une des règles qui est dans cette convention, qui est, enfin, c'est la base de tout, c'est que un conducteur doit avoir constamment son véhicule en contrôle. Voilà. Donc à partir de là, en termes de responsabilité, de poursuite et de tout ce que tu veux, hein, c'est bien civil que pénal. Déjà, on a dit beaucoup de choses. À partir du moment où tu poses l'obligation pour un conducteur d'être constamment en contrôle de son véhicule, forcément, il va être fautif s'il commet une infraction. De là découlent en fait toutes les règles de responsabilité. Mais c'est intéressant la notion de contrôle qu'elle soit aussi prégnante parce qu'éventuellement, c'est justement l'automatisation, c'est justement lui le priver progressivement d'une partie de son contrôle. Ouais, elle a justement cette convention, elle a eu son petit moment de gloire autour des années 2016 parce qu'il a fallu créer un amendement en fait que tous ces États se mettent d'accord pour amender précisément cet article-là, article 8, paragraphe 5, si jamais Si jamais vous voulez lire ça. Attendez, je prends ça en note. Là. Paragraphe 8, comment tu dis ça? Là? Article 8, paragraphe 5. J'y vais. Là. Tout conducteur doit constamment avoir le contrôle de son véhicule ou pouvoir guider ses animaux. Voilà exactement ce que dit le... Puis là, on l'a changé? On l'a pas changé. On a ajouté une partie justement pour les systèmes de conduite automatisés. Ah. Donc voilà, c'était... Ça dit quoi, la nouvelle partie? Tout simplement, elle autorise ces systèmes de conduite automatisés. Donc, quand je dis système de conduite automatisé, en fait, ça rejoint, ça inclut les assistances à la conduite et la délégation de conduite. Donc, c'est tout ce qui peut avoir une incidence sur la conduite. Elle est autorisée, mais sous condition. Déjà, il faut faut que ce système il soit conforme au règlement des Nations Unies, donc voilà, et qu'il puisse être désactivé par le conducteur. Très bien. Voilà, pour respecter l'obligation de contrôle du véhicule. Pour respecter l'obligation de contrôle. Donc ça, c'est central, cette obligation de contrôle. Il doit avoir le contrôle. S'il la délègue, est-ce qu'il délègue le contrôle aussi? C'est là où j'ai de la difficulté. Parce que ce qu'on craignait, c'est des poursuites. Moi, c'est ce que j'entendais ou c'est ce que je comprenais des textes lus. C'est que ce qu'on craint, c'est qu'éventuellement, on a toutes sortes de poursuites. Dès lors qu'on délègue la responsabilité, bon, à la limite, on peut poursuivre, au lieu de poursuivre le conducteur, on peut poursuivre le constructeur, on peut poursuivre les ingénieurs du MIT, on peut poursuivre Tesla, Elon Musk, on peut poursuivre. Est-ce que ça se peut? Est-ce que c'est anticipable dans le régime de droit tel que pensé? Totalement. Ah oui? Oui, totalement. Et d'ailleurs, je dois saluer quand même le législateur français qui a anticipé justement toutes ces problématiques-là et qui a voté justement une loi en matière de responsabilité pénale pour la commercialisation de ces véhicules. Hein. Ils l'ont voté cette année. Elle a été publiée au journal officiel. Donc, nous, grosso modo, c'est réglé. Tout ça. Alors, bon. Plus de poursuites possibles ou... Si, bien sûr. Si, justement, ça aménage la responsabilité pénale parce que, donc, quand on dit pénale, donc, c'est toutes les infractions. Oui, comme criminel ici. Donc, contravention et délit.
Et justement, ça aménage ce régime-là parce qu'on a un principe de responsabilité pénale qui est nul ne peut être responsable que de son propre fait. Concrètement, De son propre fait. C'est intéressant. Ouais, je suis conducteur. Ça a été transposé dans le code de la route. Voilà, ce principe-là qui a été transposé spécifiquement pour les véhicules. Donc, un conducteur doit constamment avoir le contrôle de son véhicule et il est responsable des infractions qu'il commet. Voilà. Donc, une fois qu'on a dit ça, quand on inclut la possibilité d'avoir de la délégation de conduite, tout en maintenant l'obligation du conducteur de contrôler son véhicule, on peut devenir un peu schizophrène là d'un coup. Parce que du coup, c'est difficilement tenable à la fois d'avoir toujours cette obligation de contrôle et puis d'admettre que mon conducteur, concrètement, il peut regarder, il va pouvoir activer sa délégation de conduite et il va pouvoir regarder une série Netflix, quoi. Donc, il va ni être attentif à son environnement, ni être attentif au système lui-même. Alors, je dis ça sous condition, bien sûr, il n'aura pas le droit de dormir parce qu'il doit pouvoir répondre aux sollicitations du système. Okay. Mais il sera pas nécessairement, il aura l'autorisation de ne pas être au fait de ce qui se passe sur la route. Ça, c'est fort quand même comme... Vraiment, vraiment. Puis le système, lui, est-ce qu'il peut être imputable? Le système lui-même, non. Ouais. Parce qu'on parlait de contrôle, le système finit par contrôler beaucoup de choses. C'est-à-dire que un humain, ça ne contrôle pas grand-chose. Lorsqu'on conduit, on peut conduire notre véhicule, mais l'automobile autonome, non seulement elle conduit le véhicule, mais elle peut tout à coup inclure ou contrôler toutes sortes de paramètres. On les voit calculer sa propre vitesse, mais la vitesse des autres, le nombre d'occupants des autres. Ces automobiles-là, ils peuvent même se parler entre eux. Donc, le concept de contrôle, il devient étendu. On donne beaucoup d'éléments de contrôle à ces systèmes-là. S'il arrive un accident qui est lié à cette forme de contrôle-là, j'imagine qu'on pourrait poursuivre le constructeur à un moment donné. Là, il est supposé être sous contrôle de plusieurs paramètres. Là. Je ne sais pas. C'est une question ouverte. Là. Je parle ouvertement des questions que j'ai en tête. Là. Je ne sais pas comment tu le vois. Je pense que c'est même le concept d'accident. On en parlait, je pense, lors de cet épisode-là. Un accident, éthiquement, quand on le conçoit, c'est que la personne, justement, a perdu le contrôle. Mais une automobile intelligente, ça contrôle beaucoup de paramètres. Peut-on parler d'un accident quand on contrôle aussi bien les différents paramètres? Je ne sais pas comment le droit pourrait ou va réagir. Je ne sais pas. Quel genre de questions ça peut stimuler pour une juriste ou pour comment le droit va faire? Quel genre de questions ça soulève pour un juriste, ce genre d'enjeu-là? La question d'accident, de contrôle. Qui va être responsable? Non, pas qui va être responsable, mais est-ce que le système peut lui aussi être responsable d'une partie de l'accident? Voilà, je l'ai formulé, ça a été long, mais j'ai formulé la question. Alors, il y a plein de questions, mais on va reprendre point par point. Déjà, sur la notion d'accident, je pense que vraiment, cette notion, elle a encore un très beau jour devant elle. Oui, hein? Ouais. Même si on parle de véhicules autonomes, même 100% autonomes, en l'occurrence, qui contrôlent tout, je ne crois pas que on puisse véritablement dire qu'un véhicule contrôle tout. En tout cas, je crois que... Sinon, elle est responsable de tout. Tu sais, si elle contrôle tout, elle est responsable de tout. À la limite, il faut être capable de dire elle contrôle quoi. Oui, alors déjà, petit 1, si on compare un système de délégation de conduite avec un humain, un conducteur humain, déjà, petite chose. Un conducteur humain, alors certes, il n'est pas capable d'évaluer la vitesse précise de la personne qu'il a en face de lui. Il n'est pas capable de connaître le poids du véhicule, cela. Mais cela dit, un conducteur humain... il a une expérience, il a des réflexes, il a de l'instinct, il a quand même aussi, il a quelques atouts dans sa poche que n'a pas un système de délégation de conduite qui est dépourvu de conscience déjà.
Je crois que c'est important de le rappeler parce qu'on parle d'intelligence artificielle. Alors, on ne va pas rentrer dans un débat de qu'est-ce que l'intelligence et est-ce qu'on peut parler d'intelligence pour les systèmes d'IA. Donc, Non. voilà, c'est une question incroyable, mais qui n'est toujours pas réglée. On ne va pas la régler aujourd'hui. Mais peu importe comment on la nomme, on voit que ces systèmes-là vont contrôler vraiment plusieurs paramètres. Puis tu as bien fait de le mentionner, le poids de l'auto. Donc, il y a vraiment des nuances à faire. Pour parler d'un accident, un humain, des accidents, ça arrive tout le temps parce qu'on n'est pas bon, on est faillible. Alors que le système, on lui demande d'être infaillible, de contrôler tout. Ouais. Donc, lui demandant d'être infaillible, de contrôler tout, ben, la responsabilité s'en trouve accrue, responsable quasiment de tout. Ouais, qui va peser du coup non pas sur le système de délégation de conduite directement, mais sur en fait le constructeur, parce que qui est derrière le système, c'est le constructeur automobile. Et effectivement, donc, il pourrait avoir des poursuites vers éventuellement vers des constructeurs en disant votre système est supposé de contrôler tout, il est responsable de tout, et il est responsable entre autres de cet accident. Puis, cher Elon, comment vas-tu? Voici une poursuite en dommages et intérêts. Puis... Oui, il va y avoir effectivement... Alors qu'ici au Québec, moi, ce que je comprenais de l'intervention de Daniel, c'est que le no-fault, c'est un peu ça. On va indemniser tout le monde, peu importe c'est la faute de qui? Du constructeur, du conducteur, des ingénieurs, peu importe. Là. Donc, je voyais Ouais. Alors, ce qu'il évoquait, effectivement, c'était en matière de responsabilité civile, d'indemnisation en cas d'accident de la circulation. Nous, notre système, on n'a pas le même système que vous, effectivement. C'est un système un peu hybride. On est à mi-chemin entre un régime spécial de responsabilité civile, donc on garde cette idée de faute, même si elle est vraiment atténuée, et un véritable, à mi-chemin entre ça et un système d'indemnisation pur, comme vous avez vous, enfin pur. C'est la loi Badinter, elle a été votée en 85. La loi Valenter, c'est ce que j'ai compris. Badinter, voilà. Ouais, Badinter. Et en fait, tout est dans le titre. Je l'appelle la loi Badinter parce que je résume, mais c'est la loi tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation. Ah, ça dit tout. Ça dit tout simplement. Parce que, en fait, les autorités françaises sont arrivées au constat que c'était dramatique. En fait, il y avait énormément d'accidents de la circulation déjà. Et parce que la sécurité routière n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui, même si on en a encore beaucoup trop. Donc, beaucoup d'accidents de la circulation, des accidents dramatiques et une situation qui était un peu, même carrément inégale entre les victimes d'accidents de la route. Parce que du coup, c'était au bon vouloir des assureurs. Alors, l'assurance était déjà obligatoire. Et c'était un peu au bon vouloir de l'assureur qui pouvait mettre toutes sortes de clauses dans les contrats. C'était assez peu réglementé. Ça l'a été progressivement déjà. Et ensuite, si jamais la victime ou sa famille allait au procès, du coup, les situations à situation similaire, accident similaire, la réponse du juge n'était pas forcément la même en termes d'indemnisation, tout simplement, très concrètement. Donc, il a fallu un petit peu réglementer tout ça et faire une loi. Et ça a été une loi un peu de compromis parce qu'ils ont quand même débattu pendant 20 ans pour la sortir, cette loi. C'est vrai, 20 ans. Ouais, je crois, si je dis plus de 20 ans de petites injustices. Je me mets à la place des victimes. Wow. Ouais, à partir du moment où clairement on a commencé à se dire d'accord, il faut agir, il faut faire quelque chose et où elle a été effectivement votée. Ça a mis vraiment beaucoup de temps, il me semble 20 ans, si je dis pas de bêtises. Et voilà, et du coup, c'est une loi de compromis parce qu'on n'est pas allé jusqu'à votre système à vous, par exemple. Donc, on a toujours la notion de responsabilité. On va rechercher un responsable. Mais malgré tout, quand même, le domaine d'application de la loi, elle est assez compatible quand même avec la délégation de conduite. Je m'explique. En fait, le domaine d'application de cette loi, il est très simple. C'est il faut.
un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur. Donc, accident, implication d'un véhicule terrestre à moteur. C'est les 3 conditions sine qua non pour le déclenchement de cette loi et pour une indemnisation. Donc, forcément, la délégation de conduite, elle ne remet pas grand-chose en question parce qu'on a toujours des accidents de la circulation. Enfin, on aurait, a priori, toujours des accidents de la circulation, même si, a priori, je l'espère, en tout cas, beaucoup vont être évités. On parle toujours de véhicules terrestres à moteur, ça ne change pas. C'est toujours rien ne change, c'est juste une option de délégation de conduite. Et on parle d'implication aussi, et ce sont des conditions, des conditions très très larges que la loi, puis ensuite les juges dans l'application de cette loi ont voulu le plus large possible pour inclure un maximum de situations. Ce qui a donné lieu d'ailleurs, pour la petite anecdote, à des situations où on avait des procès où un juge reconnaissait qu'une petite moto, un jouet, les jouets d'enfants étaient des véhicules terrestres à moteur qui justifiaient, quand il y avait un accident, justifiaient le déclenchement de cette loi. Voyons donc. Ça a été vu les conditions d'application étaient le plus large possible justement pour régler ces problèmes de circulation, améliorer en fait tout simplement la situation des victimes d'accidents. Voilà pour le contexte un petit peu. Donc pour résumer, un régime hybride, un petit peu hybride. Pourquoi hybride ? Parce que on va toujours avoir cette notion de faute qui va être plus ou moins importante selon la personne victime. Par exemple, un usager de la route, un passager, il va être indemnisé sans vraiment de problème, sans que puisse lui être opposée une faute, à l'exception d'une faute inexcusable. Il y a des victimes carrément inatteignables. Ce que j'appelle inatteignables, c'est ils vont faire le distinguo. La loi fait le distinguo si jamais la victime est une personne de moins de 16 ans, de plus de 70 ans, ou présentant, alors je le résume comme ça, un taux de handicap égal ou supérieur à 80%. Ça, c'est des victimes que vraiment on va irresponsables au sens propre. Ouais, voilà, on peut pas leur opposer une de leurs fautes pour les indemniser. Bon, après, on est d'accord, on n'est pas d'accord, mais voilà, c'est comme ça que ça fonctionne pour nous. Et par contre, la faute du conducteur a eu très longtemps. Alors, mon propos est à relativiser, en tout cas ces dernières années, parce qu'on a vu que les juges ont, face au côté un peu injuste de cette loi, ils sont un peu revenus sur ce principe-là. Mais à la base, avec cette loi Badinter, la faute du conducteur, elle avait potentiellement pour effet de limiter ou d'exclure carrément son droit à indemnisation. Ah oui. Ouais, donc là, dur quand même. Parce que bon, je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'un accident de la route, ça reste quand même... c'est un accident. Oui, c'est un accident. C'est un événement vraiment complètement fortuit, soudain. On ne le provoque pas, l'accident. Voilà, c'est de la maladresse, bien souvent. Ben oui. C'est pour ça qu'on a inventé ce beau mot-là. Ce beau mot-là, c'est un accident. Non seulement tu n'es pas imputable, mais tu peux bien dormir ce soir parce que ça arrive. Ça arrive, on ne contrôle pas tout. Puis... Écoute, je t'écoute parler, j'adore ça. J'ai pas entendu ce genre de réflexion-là. J'en ai écouté des podcasts sur l'intelligence artificielle. Puis dès qu'on parle d'intelligence artificielle, en tout cas, quand ça se met à parler, c'est rare qu'on se rend aussi geek que ça, là, je dirais, où on parle des enjeux éthiques, juridiques. C'est précis, mais c'est là où le fun pogne. C'est là où j'aime ça. Là. C'est dans ces nuances-là, lorsque ça se complexifie, où on a toutes les nuances nécessaires pour comprendre, pour saisir la richesse, la complexité de tout ça. Merci Shirley. J'ai bien aimé cette discussion. Comment vois-tu ta contribution au podcast? Qu'est-ce que tu veux faire là? Quel genre de contribution? Comment tu vois ton rôle?
comment je vois mon rôle? C'est une très très bonne question qui était qui est surprise. Euh, Non, mais je sais pas, est-ce que tu veux être la juriste de service là, qui pose les questions juridiques, ou au contraire, tu sais, tu nous as contactés, tu voulais participer au podcast. ouais, Pourquoi veux-tu ouais. participer à notre podcast? Alors, ça s'est fait quand même de fil en aiguille, effectivement, ouais. Mais je pense que le rôle de juriste attitré peut être largement partagé entre Eve et moi, en tout cas, et puis Voilà. d'autres aussi qui s'ajoutent potentiellement. En tout cas, je pense que ça peut être assez fun de s'amuser à faire un petit peu de droit comparé régulièrement avec Eve. Moi, je Ça le peut vois tout être, de suite, là, en tout cas, dans cette ouais, conversation-là, vraiment intéressant. Tout à coup, on sort de notre système. Moi, c'est un système que je connais mal, évidemment, là, ouais, mais c'est très enrichissant de voir, tiens, pour les mêmes questions, les questions de droit sont ouais. complètement différentes. En fait, il y a des liens, les notions sont les mêmes, mais comment on l'interprète, vraiment Ouais, intéressant de voir les nuances, là. ouais, d'ailleurs, c'est affreusement frustrant pour moi là, parce que je pourrais en parler certainement des heures, hein. Il y a plein de choses que enfin, j'ai même pas fait d'introduction dans ces questions-là. Mais bon, bref, c'est terrible, terrible, terrible. Il y aura tellement à dire aussi sur l'éthique. D'ailleurs, c'est passionnant. Il y a tellement de choses à dire, mais c'est ça, dans Mais le ouais, fond, de participer à notre podcast aussi, ça va te permettre de ouais. partager ces petites leçons-là, ces petites connaissances-là. On essaie Mm. de partager non seulement notre connaissance, mais notre vocabulaire, notre vision des choses. Ça sera vraiment enrichissant, en tout cas, de t'avoir avec nous, Shirley. Mais c'est super chouette en tout cas. Et puis j'espère que j'arriverai à, je pense déjà à plusieurs personnes, hein, mais à ramener du monde à participer à ces podcasts parce que c'est tellement, il y a dans différents domaines, il y a plein de choses encore dans la santé, il y en a plein. Oui, Il y en a ben, plein. effectivement, on peut le faire comme une invitation. Donc, vous êtes en France, mais dans la francophonie, d'ailleurs, ça me permet de refaire cette invitation-là. Maghreb, Algérie, Maroc, là, je vois qu'il y a des auditeurs qui sont là aussi. Faites-nous signe. On veut explorer, on veut créer cette petite communauté-là de la francophonie AI qui réfléchissent à tout ça, bien humblement, évidemment. Bon, voilà. C'est tout. Merci, Shirley. Merci. Il faut s'arrêter ici. Donc, Shirley Plumerand, Merci. une femme, une trop rare femme en AI. Très fier de t'avoir dans notre équipe. Bien hâte de t'entendre à ce micro. Je suis ravie, en tout cas. Merci beaucoup hein, de m'avoir invité à participer à cette aventure, parce que c'est vrai que déjà, on n'est pas beaucoup assez peu de femmes, mais bon, au-delà de ça, c'est chouette. C'est juste chouette de parler un peu d'intelligence artificielle comme ça. Vraiment. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode d'IA Café. Votre hôte, Jean-François Sénéchal, en compagnie de Shirley Plumerand aujourd'hui. On se revoit au prochain épisode et d'ici là, on rêve peut-être de moutons électriques. Allez, bye bye.